Bonsoir mesdames et messieurs, on est mardi 6 février, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République, chef du gouvernement, préside les travaux de la 4e séance du Conseil des ministres. C'était ce matin au palais présidentiel. Et 83 enfants ont été tués au mois de janvier au Moyen-Orient selon l'UNICEF. C'était les titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la 4e séance du Conseil des ministres. 8 questions étaient inscrites donc à l'ordre du jour. Alors Fardous, on s'est beaucoup focalisé aujourd'hui donc au cours de cette séance sur les progrès et évolutions enregistrés au sein du département de la santé. Effectivement Ahmed, d'abord bonsoir. Le ministre de la Santé a tout d'abord donc fait un communiqué dans lequel donc le membre du Conseil sur les évolutions et progrès réalisés au sein de ce département sensible pour prodiguer les soins et donc les meilleurs soins à nos concitoyens. Et ce grâce à la feuille de route dressée par le chef de l'État. Ces directives et instructions ont été donc suivies à la lettre. La qualité des soins prodigués s'est nettement améliorée. Les infrastructures hospitalières disposent désormais d'un nombre élevé de médecins généralistes, mais également de médecins spécialistes venus donc de Cuba pour appuyer nos médecins. Selon le ministre de la Santé, Dr Jamal Mehoukiye, l'effectif du département de la santé a augmenté de 12% au cours de ces 3 dernières années. De nombreux paramédicaux ont été formés. Enfin, 17 médecins djiboutiens poursuivre leur cursus à l'étranger. Ils devront rentrer au pays au cours de ces 3 prochaines années. Certains d'entre eux regagneront même le pays à la fin de cette année. Et autre point important, Ahmed, a abordé lors de ce conseil, ce sont donc les propositions faites par le ministère de l'Éducation. Le Conseil des ministres s'est donc mis en place le conseil pédagogique qui permettra aux enseignants de toutes disciplines confondues de partager les bonnes pratiques pédagogiques et de prendre en charge les élèves en difficulté. Les membres du conseil pédagogique coordonneront ainsi les relations entre parents et enseignants et harmoniseront donc les efforts d'apprentissage. Merci Fardous. Il est également noté donc que les 3e, 4e et 5e questions ont porté sur l'attribution de parcelles de terrain pour créer une cimenterie, un port de pêche avec ses différentes structures à Obok et enfin une parcelle au profit du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Et pour plus de détails, écoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 4e séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 février 2018. Il est inscrit à l'ordre du jour 8 questions. La première question concerne une communication sur l'évolution du secteur de la santé entre les années 2015 et 2017. Le ministère de la Santé a opéré une réforme du système de santé inscrite dans la loi d'orientation de la politique sanitaire de 1999. Cette réforme est mise en œuvre au niveau sectoriel à travers le plan national de développement sanitaire qui est régulièrement révisé afin de l'adapter à l'évolution des besoins socio-sanitaires de notre pays. Celui-ci couvre la période donc 2018-2022 et est en cours de finalisation. À partir de mai 2016, la réforme s'est accélérée, bénéficiant d'un nouveau souffle imprimé par la feuille de route du président de la République, et ce dans le cadre des orientations de politique socio-économique inscrites dans la SCAP et la vision 2035 du gouvernement. Concernant les effectifs du personnel de la santé, il y a eu 12% d'augmentation entre 2016 et 2017. Le pool de médecins spécialistes est supérieur au nombre de médecins généralistes grâce à l'arrivée du contingent cubain. Il est à noter une augmentation globale du nombre des paramédicaux sur les 3 dernières années. Le ministère de la Santé a fait un effort tout particulier pour permettre la formation des médecins à l'étranger. Donc 17 médecins sont actuellement en formation à l'étranger et vont rentrer au pays entre 2018 et 2020. Par ailleurs, entre 2015 et 2017, les consultations ont connu un accroissement de plus de 56%. Il y a eu un effort également tout particulier mis sur le renforcement des ressources humaines en termes qualitatifs et quantitatifs. La disponibilité et l'accessibilité des médicaments, le renforcement du plateau technique et la mise en place de l'assurance maladie universelle.
Il convient également de souligner l'ouverture des services d'urgence au niveau des structures périphériques, l'amélioration de l'accès et de l'accueil dans les services d'urgence des hôpitaux généraux, ainsi que la mise en place de la prise en charge par l'assurance maladie universelle. Enfin, l'acquisition de nouveaux équipements d'imagerie médicale et de laboratoire à tous les niveaux de la pyramide sanitaire a permis de rehausser l'offre des moyens diagnostiques. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant abrogation de l'arrêté numéro 2009-0197, présidence ministère de l'Éducation nationale, portant création des conseils d'établissement et des comités de gestion des établissements scolaires. Dans sa quête de réussite, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle doit s'appuyer sur tous les leviers qui permettent de faire évoluer positivement le système éducatif dans notre pays. La participation des parents d'élèves à la vie scolaire à travers la redynamisation des associations des parents d'élèves est une nécessité. Chaque parent doit comprendre que l'école est le bien de la communauté, que l'école leur appartient et que la réussite de leurs enfants est liée en partie au degré de leur implication. Un enfant bien dans son environnement scolaire est un enfant qui réussit. Cet arrêté vise également à créer un conseil pédagogique qui va permettre aux enseignants, toutes disciplines confondues, de partager les bonnes pratiques pédagogiques, de prendre en charge les élèves en difficulté, d'aider l'équipe administrative à surmonter les difficultés constatées sur le terrain. Les membres du conseil pédagogique, à travers leurs coordinateurs, veillent à l'animation des équipes disciplinaires, à l'harmonisation des apprentissages et à la réalisation, coordination des projets d'établissement. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'économie. Cette parcelle, sise dans la région d'Ali-Savié, d'une superficie de 241 000 m², servira à l'implantation d'une usine de fabrication de ciment et dénommée donc la société djiboutienne de la cimenterie d'Ali-Savié. Par la suite, le chef de l'État a ensuite donc signé 3 décrets portant nomination à des postes de responsabilité au sein respectivement du ministère du Budget, du Travail et des Affaires étrangères. En fin de séance, des comptes rendus ont été faits sur le 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, du Conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères arabes au sujet de Jérusalem. Et enfin, les ministres de l'enseignement supérieur et celui de l'énergie ont fait des comptes rendus sur leur mission à l'étranger. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la société Djibouti Fishery Industry SARL. Cette parcelle de 90 000 m² située à Obok est destinée à la construction d'un port de pêche. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation également d'une parcelle de terrain au ministère des Affaires religieuses. Il s'agit d'une parcelle totalisant 11 764 m², soustraite des titres fonciers numéro 1065 et 1607. La sixième, la septième et la huitième question concernent 3 projets de décret portant nomination. M. Ali Ahmed Ali, précédemment affecté au ministère du Budget, est nommé conseiller technique du ministre du Budget. M. El-Tiré Ousmane El-Tiré est nommé directeur des études et de la planification, près donc du ministère du Travail. M. Hussein Ali Foulier est nommé directeur administratif et financier donc au ministère du Travail. M. Abdullahi Aouled Ali, Ali Khair Rayale et M. Ibrahim Burhan Mohamed sont nommés conseillers techniques auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En fin de séance, le ministre des Affaires étrangères a fait rapport au Conseil sur les travaux du 30e sommet de l'Union africaine, auquel le président de la République a participé et qui s'est tenu à Addis Abeba du 28 au 29 janvier 2018. Le ministre des Affaires étrangères a également fait rapport au Conseil de sa participation à une réunion du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères et relative à la question de la ville sainte d'Al-Quds. Le ministre de l'Éducation a pour sa part fait rapport au Conseil de sa participation à la conférence de reconstruction des fonds des GPE du 1er au 2 février 2018 est tenue au Sénégal.
Le ministre de l'Enseignement supérieur a, quant à lui, fait rapport au Conseil de sa mission de travail au Sénégal du 14 au 18 janvier 2018. Et le ministre de l'Énergie, quant à lui, a fait rapport aussi au Conseil de sa visite du site Oklila, zone d'exploration de l'or par la société Tanistratex. Et dans le reste de l'actualité, en marge de la visite du secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Abou Al-Qait à Djibouti, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a organisé hier une conférence sur le partenariat monde arabe et Afrique sous le thème « Le rôle de Djibouti comme trait d'union entre les deux espaces, monde et arabe ». Cette conférence qui s'est tenue dans la salle de réunion de l'Institut diplomatique de Djibouti a vu la participation notamment du secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Abou Al-Qait, du chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf, du directeur de l'Institut diplomatique de Djibouti, Moussa Ali Megag, mais aussi de l'ambassadeur de Djibouti en Égypte et représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ould-Helsi, et plusieurs autres intellectuels djiboutiens et djiboutiennes donc, et d'autres invités. Rappelant que cet événement était donc une opportunité importante pour les participants afin d'échanger et de discuter concernant le partenariat économique et social entre le monde arabe et l'Afrique, ainsi que les derniers développements du monde arabe dans le Yémen et la Libye. Ils ont aussi discuté donc des efforts entrepris par la Ligue arabe pour renforcer les liens culturels entre le monde arabe et le continent africain. Et prenons la parole donc, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a prononcé donc un mot à l'ouverture de cette conférence, la première du genre à Djibouti. Le ministre a tout d'abord souhaité la bienvenue au secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al-Qait, qui est arrivé à Djibouti pour une visite de travail de 48 heures. Mahmoud Ali Youssouf a souligné également que Djibouti, depuis son accession à la Ligue arabe en 1978, n'a ménagé aucun effort pour soutenir les questions de la nation arabe, soulignant que Djibouti, en vertu de sa situation géographique comme trait d'union entre le monde arabe et le continent africain, a été de faire tout ce qu'ils peuvent pour répondre aux engagements de l'Afrique et dans le monde arabe. Le chef de la diplomatie djiboutienne a évoqué aussi les efforts inlassables déployés par notre pays afin de maintenir la sécurité et la stabilité dans la région et pour réaliser donc une paix durable et globale en Somalie et poursuivre ces efforts visant à mettre fin au conflit et à rétablir la sécurité au Yémen. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a reçu aujourd'hui Alan Patterson, sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé des affaires africaines, accompagné du colonel John Tully, attaché de défense auprès de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, Alexander Hamilton, chef de mission adjoint de l'ambassade, et le colonel Miller, assistant, et Patterson donc est commandant Hélène Canop, aide de camp de M. Patterson. La visite donc de ce dernier s'inscrit dans le cadre de sa première visite suite à sa nouvelle nomination au poste de sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé des affaires africaines. Le ministre de la Défense a souhaité la bienvenue à Djibouti à M. Patterson et a profité de l'occasion pour le féliciter pour sa nomination au poste de sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé des affaires africaines. M. Patterson a à son tour remercié le ministre pour l'accueil chaleureux et fraternel. L'entretien entre le ministre et son hôte a porté donc sur le renforcement des relations de coopération bilatérale existant entre les deux pays, et plus particulièrement sur la coopération entre les deux armées. La discussion entre les deux autorités a porté également sur la situation sécuritaire dans la région. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mouki, a tenu une réunion d'information avec les membres de la caravane médico-chirurgicale composée d'une trentaine de médecins spécialistes et autant de techniciens de santé qui vont prodiguer soins et assistance à la population de la région d'Arta du 6 au 15 février prochain. En effet, l'entrevue s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère en présence du ministre de l'Énergie, Younous Ali Guedi, de la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, du directeur général de la CNSS. Le ministre de la Santé a profité de cette occasion pour encourager les médecins et les techniciens de la caravane afin de bien remplir leurs missions qui sont donc de relever le défi actuel du ministère de la Santé concernant l'offre de soins spécialisés au profit de la population rurale dans les régions. Le ministre a par ailleurs évoqué l'importance de ces missions de caravane qui font dorénavant partie intégrante de la politique sanitaire en matière d'amélioration de l'accès d'offres de soins spécialisées en zone rurale. En effet, cette stratégie biannuelle de soins de proximité s'inspire des grandes lignes de la politique sanitaire prônée par le chef de l'État et mise en œuvre par son gouvernement.
Et toujours dans le cadre de sa tournée dans les régions de l'intérieur, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, accompagnée donc du préfet de la région d'Obok et du président du conseil régional ainsi que des conseillers techniques, Madame Hassan Maki et Monsieur Ali Ahmed Hassan, s'est rendu à Adgueno dimanche dernier dans la région d'Obok. La ministre et sa délégation ont eu droit donc à leur arrivée à un accueil chaleureux de la part de la population de Adgueno, la localité la plus reculée de la région d'Obok. La ministre a remis donc à cette occasion à la population de Adgueno des vivres et des couvertures pour environ 200 familles octroyées par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Elle a également procédé donc à la distribution des fournitures scolaires et des habits aux enfants de l'école communautaire de Adgueno. Et après la distribution donc de matériel octroyé par la première dame au profit de la population de la région reculée de Adgueno, dans la région d'Obok, la ministre de la Femme et de la Famille et sa délégation ont tenu une réunion sous l'arbre à pala pour discuter et échanger sur la situation dans ces secteurs reculés à la frontière éthiopienne. Après un mot de bienvenue prononcé à l'occasion par le local général de la localité qui n'a pas manqué de remercier la ministre et sa délégation, les hommes et les femmes des localités ont fait part donc de leurs principales préoccupations quant à l'amélioration de leurs conditions de vie, principalement l'accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'éducation et la santé. La difficile accessibilité de la localité a été également abordée. Le préfet de la région et le président du conseil régional ont remercié la ministre pour son déplacement jusqu'à Adgueno où les problèmes sociaux de base sont alarmants et les conditions des femmes très difficiles. L'amélioration de l'accès à Adgueno a été au centre des discussions. Et par la suite, le conseiller du Premier ministre, Ali Ahmed Hassan, a pris la parole pour remercier la ministre de la Femme et de la Famille d'avoir accepté de venir à Adgueno pour s'enquérir de la situation de la population, une première depuis l'accession donc du pays à l'indépendance. La ministre et sa délégation ont eu un entretien avec la population et la ministre a longuement écouté et recueilli les doléances. Ainsi, en réponse aux doléances formulées, la ministre a fait savoir à la population de Adgueno que pour les demandes relevant de son département, les réponses seront apportées dans les plus brefs délais. Et quant aux doléances ayant trait aux compétences des autres départements ministériels, la ministre de la Femme et de la Famille a promis de les transmettre aux institutions concernées et d'en faire le suivi jusqu'à satisfaction. Et toujours dans le cadre de sa tournée dans les régions de l'intérieur, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, accompagnée du préfet de la région d'Obok et du président du conseil régional, donc s'est rendue à Adodaba hier. Une fois arrivée sur place, la ministre et sa délégation ont eu droit également à un accueil chaleureux de la part de la population de Adodaba. Là encore, des vivres octroyés par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont été livrés à la population de la localité. Après un mot de bienvenue prononcé par un sage de la localité, la ministre donc a eu avec la population d'Adodaba des discussions franches et sincères empreintes de fraternité. Ainsi, les hommes et les femmes ont tour à tour fait part de leurs doléances, lesquelles concernent principalement l'accès à l'eau, l'éducation et la santé. En nouvelle nationale toujours, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Yasmine Salem, accompagnée d'une délégation en présence de l'adjoint du préfet de Dikil, a procédé donc dans l'après-midi du jeudi au conseil régional de Dikil à une cérémonie de remise de matériel d'autonomisation à 3 associations de la région de Dikil, à savoir l'association de Chekaiti, l'association de Kontali et l'association de bienfaisance de Dikilville. En effet, ces associations font partie donc des associations appuyées dans le cadre du projet autonomisation et renforcement des capacités des communautés financé par l'USAID avec l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Lors de cette cérémonie, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille a mis l'accent sur l'importance que le ministère accorde à l'autonomisation de la femme. L'adjoint du préfet a remercié le ministère pour ses efforts au profit des femmes de la région. Et enfin, la cérémonie a été clôturée par la remise de matériel aux 3 associations. Une cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce matin au sein du palais de justice de Djibouti pour les officiers de la police judiciaire.
Ces derniers, donc, qui étaient au nombre de 30, ont prêté serment ce matin après une formation de 4 mois au camp Nagad. Ils ont été formés sur les différentes enquêtes, flagrants délits, préliminaires et constatations. À présent, ils sont dispatchés dans les différents arrondissements de la capitale. Ces jeunes qui ont entre 22 et 32 ans, avec un niveau scolaire allant du baccalauréat jusqu'au master, seront amenés à prendre des responsabilités et à accomplir des tâches avec justesse et l'ultime respect de la loi. La cérémonie de prestation de serment a été présidée par la présidente du tribunal de première instance et a vu la participation du procureur de la République, du directeur général de la police nationale et de plusieurs autres responsables de la protection civile. Et pour clore l'actualité nationale, le commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bourré, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la formation intitulée « Sécurité et maintenance dans les multitudes d'opérations des patrouilleurs » dispensée par les experts japonais. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'excellente coopération et collaboration existant entre les deux pays et en particulier entre les gardes-côtes japonaises et les gardes-côtes djiboutiens. Dans son intervention, le colonel Waïs Omar Bourré a insisté sur l'importance capitale de cette formation pour les agents des gardes-côtes, en exhortant les agents bénéficiaires de la formation à profiter de l'expérience et du savoir-faire des experts japonais. Le colonel a tenu également à louer le soutien permanent et fraternel du gouvernement et du peuple japonais en assurant aux formateurs toute la reconnaissance des gardes-côtes djiboutiens. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Alors, Asma, au Moyen-Orient, 83 enfants ont été tués au mois de janvier selon l'UNICEF. Oui, alors Ahmad, janvier a été un mois sanglant pour les enfants du Moyen-Orient. 83 d'entre eux ont trouvé la mort dans les conflits qui ravagent l'Irak, la Syrie ou la Libye. À Benghazi, dans l'est de la Libye, 3 enfants ont été tués dans une attaque suicide et 3 autres alors qu'ils jouaient près d'engins explosifs, selon ce même communiqué donc de l'UNICEF. Une mine a par ailleurs coûté la vie à un enfant dans la vieille ville de Mossoul, ancien bastion du groupe État islamique dans le nord de l'Irak, tandis qu'un enfant a été tué par balle dans un village près de Ramallah, en Cisjordanie, occupé par Israël. Merci Asma pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.